tout le monde, c'est Pity Champi. Alors, bon, je pense que certains ont remarqué qu'il y avait un petit souci sur la dernière vidéo au niveau du son. On me l'a fait remarquer. J'ai dû tellement amplifier ma voix que ça a grésillé. Bon, je vais essayer de faire mieux pour cette saison. Si jamais vous constatez dans l'épisode que c'est à nouveau que le son est à nouveau mauvais, grésillant, etc., je suis preneur de vos conseils, parce que c'est pas évident de régler avec ma voix. Enfin, voilà. Écoutez, on va, sans plus attendre, reprendre l'horreur à Dunwich pour cet deuxième épisode. Allons-y. C'est sur la commune de Dunwich, dans un grand corps de ferme à moitié inhabité, accolé à un flanc de colline, situé à 6 km et demi du village et à 2,5 de l'habitation la plus proche, que Wilbur Whateley naquit à 5 heures le dimanche 2 février 1913. Cette date a marqué les mémoires. D'une part, il s'agissait de la Chandeleur, que les gens de Dunwich fêtent sous un autre nom. D'autre part, d'affreux bruits avaient retenti dans les montagnes, et tous les chiens à la ronde avaient aboyé avec obstination durant la nuit. Un autre fait moins digne d'intérêt était l'identité de la mère, membre d'une branche dégénérée des Whateley. C'était une albinos laide et plus ou moins bossue, âgée de 35 ans, vivant avec son père à moitié sénile, sur qui, dans sa jeunesse, avaient couru les plus terribles rumeurs de sorcellerie. On ne connaissait pas d'époux à Lavina Whateley, mais comme il est d'usage dans la région, elle ne fit rien pour renier cet enfant. Les villageois pouvaient spéculer tous leurs sous sur l'identité de son père. Ils ne s'en privèrent pas. Bien au contraire, elle apparaissait étrangement fière de ce nourrisson, dont le teint bistré et le faciès caprin formaient un tel contraste avec sa peau maladive et ses yeux roses d'albinos. On entendit marmotter force prophéties étranges concernant les pouvoirs insolites du petit et son avenir prodigieux. Ces déclarations semi-articulées n'étonnèrent guère de la part d'une créature solitaire, portée à errer dans les collines au milieu de tempêtes, qui s'efforçait de lire les grands volumes à l'odeur de moisi dont son père avait hérité de 200 ans d'ancêtres Whateley, à moitié désagrégé sous l'action conjuguée du temps et des vers. Elle n'avait jamais connu les bancs de l'école, mais avait eu la tête farcie des bribes éparses de savoir ancien enseigné par le vieux Whateley. On évitait depuis toujours cette ferme isolée dont le maître était réputé pratiquer la magie noire. La mort violente et jamais résolue de Madame Whateley, quand sa fille avait 12 ans, n'avait pas aidé à réhabiliter l'endroit. Isolée dans cet environnement bizarre, Lavinia s'adonnait à d'extravagantes rêveries et à des occupations insolites. Son temps n'était guère accaparé par les soins du ménage dans cette demeure où toute notion d'ordre et de propreté avait depuis longtemps disparu. La nuit où naquit Wilbur, on entendit des hurlements atroces qui couvrirent les bruits dans les collines et les clameurs des chiens. Mais à la connaissance des villageois, aucun médecin, aucune sage-femme n'aidèrent sa venue au monde. Les voisins ne surent rien de l'enfant avant une semaine. Quand le vieux Whateley fit glisser son traîneau dans la neige jusqu'au bourg
éteint des propos incohérents à l'adresse des clients dans l'épicerie d'Osborne, un changement paraissait à l'œuvre chez le vieillard. Une espèce de soumission dans son cerveau embrumé qui subtilement donnait l'impression qu'après avoir dispensé la crainte, il la ressentait désormais. Pourtant, il n'était pas homme à se laisser impressionner par un événement familial quelconque. Au cœur de ces perturbations, il affichait la même fierté qu'on remarqua par la suite chez sa fille, et plusieurs de ceux qui l'entendirent ce matin-là se rappelèrent bien des années plus tard ces révélations concernant le père de l'enfant. M'en fiche de ce que pensent les gens. Si le gosse de Lavigny ressemblait au papa, j'aurais rien à dire qu'on croirait. Pas la peine de penser que les seuls gens, c'est les seuls du coin. Lavigny, elle a lu pas mal. Elle a vu des choses que vous faites qu'en parler. Je crois que son homme, il vaut bien un bœuf qu'on trouve à côté des Salisbury. Et si vous en saveriez autant sur les collines que moi, vous cherchiez pas de meilleure église pour les épousailles. Je vais vous dire, un jour, les croquants, vous entendrez un gosse de Lavigny beugler le nom de son père en haut de Sentinel Hill. Les seules personnes qui virent Wilbur dans le premier mois de son existence furent le vieux Zechariah Whatley, de la branche non dégénérée de la famille, et la compagne d'Earl Sawyer, Madame Bishop. La visite de cette dernière n'était motivée que par la curiosité, et les récits qu'elle en fit par la suite furent à la hauteur de ses observations. Mais Zechariah, lui, était venu apporter 2 vaches d'Alderney que le vieux Whatley avait achetées à son fils Curtis. Cette transaction marqua le début d'une longue série d'achats de bétail de la part de la famille du petit Wilbur. Ils ne prirent pas fin avant 1928, quand se manifesta puis disparut l'horreur à Dunwich. Et pourtant, l'étable décrépite des Whatley ne sembla à aucun moment surpeuplée. Pendant une période, les rumeurs excitèrent suffisamment la curiosité de certains habitants du bourg pour les pousser à épier le troupeau qui paissait. Dangereusement penché sur le flanc abrupt de la colline surplombant l'antique corps de ferme. Ils ne comptèrent jamais faire plus de 10 ou 12 bêtes anémiques qu'on aurait cru vider de leur sang. De toute évidence, un dérangement ou une maladie quelconque, peut-être dû au pâturage peu sain ou à la présence de champignons toxiques dans le bois de l'infect étable, causait la mort de beaucoup de ces animaux chez les Whatley. Apparemment, des plaies bizarres rappelant des incisions accablaient le bétail. À une ou 2 reprises, pendant les premiers mois, certains visiteurs imaginèrent distinguer des marques similaires sur les gorges du vieillard barbu au teint grisâtre et de sa fille albinos aux cheveux crépus et bourriffés. Le printemps qui suivit la naissance de Wilbur, Lavinia reprit ses errances coutumières dans les collines, avec dans ses bras disproportionnés son enfant basané. L'intérêt pour les Whatley retomba dans la plupart des villageois lorsqu'ils virent le bébé en personne, et ils ne se donnèrent pas la peine de gloser sur le développement rapide dont le nourrisson donnait des preuves quotidiennes. La croissance de Wilbur était en effet phénoménale. 3 mois après sa naissance,
Il avait la carrure et la force musculaire d'un enfant d'1 an. Ses mouvements et même les sons qu'il émettait témoignaient d'un contrôle et d'une volonté très insolite chez un bambin. Personne ne fut vraiment surpris quand, à 7 mois, il commença à marcher sans aide. Le chancellement de ses pas disparut en 3 ou 4 semaines. Ce fut quelque temps plus tard, à Halloween, qu'on distingua à minuit un immense brasier au sommet de Sentinel Hill, là où la grande pierre-autel tabulaire se dresse au milieu de son tumulus d'anciens ossements. Les discussions allèrent bon train quand Silas Bishop, de la branche non dégénérée des Bishop, raconta avoir vu le gosse gravir d'un pas décidé cette même colline devant sa mère, 1 heure environ avant qu'on remarque l'incendie. Silas ramenait alors une génisse égarée, mais il faillit oublier sa mission en apercevant les 2 silhouettes furtives à la faible lueur de sa lanterne. Elles filaient presque sans aucun bruit à travers les broussailles. Le témoin, étonné de la scène, eut l'impression qu'elles étaient entièrement dévêtues. Par la suite, il eut des doutes concernant l'enfant, qui portait peut-être une espèce de ceinture à franges et un pantalon foncé. Par la suite, on ne vit plus jamais Wilbur, vivant et conscient, sans une tenue complète, bien boutonnée, et la simple menace d'un désordre dans ses habits semblait le plonger dans une colère et une inquiétude extrêmes. On commenta beaucoup le contraste de son apparence soignée par rapport à celle de sa mère et de son grand-père, si négligée jusqu'à ce que l'horreur de 1928 fournisse une raison parfaitement logique à son attitude. Au mois de janvier suivant, les commères ne trouvèrent qu'un intérêt limité au fait que le Noiro de Lavina commence à parler à seulement 11 mois. Son discours se révéla cependant remarquable, d'une part parce que son accent différait de celui de la région, et de l'autre parce qu'il était dépourvu du moindre zozotement puéril, ce que beaucoup d'enfants de 3 ou 4 ans auraient pu lui envier. Le petit garçon ne se montrait guère bavard, mais ses paroles donnaient toujours l'impression qu'il disposait de mystérieux éléments, d'informations absolument inaccessibles aux habitants de Dunwich. L'étrangeté ne provenait pas de ce qu'il disait, ni du vocabulaire simple qu'il employait, mais paraissait plus ou moins liée à son intonation ou aux organes internes qui produisaient les sons. Son visage, lui aussi, présentait une maturité étonnante. Même s'il partageait l'absence de menton de sa mère et de son grand-père, son nez, à la forme prématurément affirmée, associé à l'expression de ses grands yeux sombres, presque latins, lui conférait une allure presque adulte et faisait pressentir chez lui une intelligence quasi surnaturelle. Pour autant, malgré cette apparence d'individu bruyant, il était fort laid. Il avait quelque chose de presque caprin, ou en tout cas d'animal, dans ses lèvres épaisses, sa peau jaunâtre aux larges pores, ses cheveux rêches et crépus, et ses oreilles curieusement allongées. On ne tarda pas à le trouver encore plus antipathique que sa mère et son grand-père, et toutes les suppositions qu'on faisait sur son compte étaient pimentées d'allusions à la magie antique du vieux Watley et à la manière dont il avait une fois fait trembler les collines en hurlant le nom abominable de Yog Shonot au milieu d'un grand cercle de pierre
un énorme livre ouvert sur les bras tendus. Les chiens exécraient l'enfant qui devait constamment trouver des moyens de se défendre contre leurs aboiements menaçants. Terminons l'épisode ici. Et je vous dis à la semaine prochaine. Faites attention à vous. Salut.